Le Comptoir, le podcast des GBU. Est-ce que tu tires de la fierté de tes origines ? De mes origines normandes, oui, j'en suis assez fière. Mais par contre, en ce qui est des origines françaises, pas forcément plus que ça. C'est ma source, quoi. C'est de là où je viens, mes origines. Et voilà, quoi. Il y a toute ma famille là-bas. Que conseillerais-tu à quelqu'un qui déménagerait loin de chez lui ? Je lui conseillerais de rester en contact avec ses proches qui sont restés là où il habitait avant. Et surtout d'être ouvert aux autres, de discuter avec les nouvelles personnes qu'il pourrait rencontrer. Je pense que c'est super important. Je lui conseille de ne pas être influençable, de rester droit dans ses bottes, de ne pas suivre les gens et de faire tout ce qu'on lui a inculqué chez lui et de garder la mentale. Qu'est-ce que ton origine change quand tu es loin de chez toi ? Quand je suis loin de chez moi, je pense à ma mère, les valeurs qu'elle m'a inculquées, tout ça. Et du coup, je ne suis pas influençable, je ne suis pas les gens. Le fait de ne pas se plaindre, parce que je me dis qu'il y a toujours pire dans la vie, il y a des gens qui vivent beaucoup pire que nous. Après, chacun sa vie, chacun ses situations. Effectivement, c'est ça qui me permet à moi personnellement de garder la tête haute. Je pense qu'on est toujours attaché à nos origines, donc on y pense toujours un peu forcément. Et on est fier de la représenter quand on est loin de chez soi, de se dire moi je suis normand, chez moi on fait telle ou telle chose et tout. Donc je pense qu'on est fier d'être un représentant quand on est loin de chez soi. Comment ton origine influence ta personnalité ? Je pense pas qu'elle influence beaucoup ma personnalité. Je me plains pas beaucoup. Je connais la valeur de l'argent et du travail parce que il y a des gens dans mon pays, ils sont pauvres, ils ont pas de quoi manger, tout ça. En fait, comme je viens d'un pays où il y a beaucoup de guerres, beaucoup de problèmes politiques, donc ça veut dire que j'ai la détermination de me battre dans la vie pour pouvoir réussir et pour pouvoir être la fierté de mon peuple. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Daniel. Salut Laurie et salut tout le monde. Salut Colline. Salut. Vous l'avez compris à travers ce micro-trottoir de Mathias qu'on remercie. Aujourd'hui au comptoir, on s'attaque au thème des origines et avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais bien savoir ce que ça évoque pour vous ce thème. Ouais, alors pour moi les origines, ça a toujours été une drôle de question quand j'étais petit parce que d'un côté de ma famille il y avait les blancs et de l'autre il y avait les noirs. Et en allant à l'école, d'une année à l'autre, une personne me rangeait dans la première catégorie, puis dans la seconde. Mais les avis des autres m'ont jamais trop influencé sur ce point-là. Mais j'ai quand même remarqué que ça reste une question qui vient toujours en grandissant. Du coup, j'ai développé une petite technique. Quand on me demande quelles sont mes origines, je prends un assez grand malin plaisir à dire que je suis breton, vu mon teint pas pâle. Et je regarde les gens avec un air, un drôle d'air. Et puis je fais le mérite du beurre salé, des crêpes, des problèmes digestifs suite aux excès de cidre. Yes. Et je regarde les gens dans les yeux comme ça, ils prennent un petit air gêné, c'est plutôt marrant. Ah ouais. Moi c'est drôle parce que ça m'évoque tout l'inverse. Pour moi les origines c'était plutôt un sujet de non-discussion pendant longtemps, ou alors de discussions pas très très intéressantes parce que mes parents sont franco-français tous les deux et je crois qu'on est remonté jusqu'au XVIIe siècle et on s'est rendu compte que leurs ancêtres n'avaient pas bougé du petit patelin en plein milieu de la campagne, genre en 3 siècles. Et du coup je me suis toujours imaginé des histoires qui auraient pu avoir lieu il y a très longtemps sur les origines de mon nom de famille, Chamar. J'ai toujours trouvé que ça avait une sonorité un peu étrangère et on m'avait dit que c'était peut-être arabe. Alors moi je me suis imaginé des origines hébraïques ou arabes, alors qu'en vrai en faisant des recherches je me suis rendu compte que ça voulait probablement juste dire terre en friche ou pâturage. Voilà, retour brutal à la campagne. Très stylé, terre en friche. Moi l'origine, quand on me demande mes origines, je revendique toujours assez fièrement les origines russes de ma grand-mère. Mais en fait, j'y connais pas grand-chose. Je me suis jamais trop intéressée, enfin pas intéressée, mais je me suis jamais trop penchée sur l'histoire russe ou juste l'histoire de ma grand-mère. Mais en tout cas, je suis très fière d'avoir du sang russe quelque part. Et il y a des gens qui sont fiers de leurs origines comme toi Colline, mais qui s'y connaissent peut-être un peu plus, et notamment un auteur qui s'appelle Wajdi Mouawad et dont Joa, qui est une étudiante en histoire des arts à l'école du Louvre, va nous parler dès maintenant. On t'écoute Joa. L'art au comptoir. C'était en première au lycée que ma professeure de français m'a présenté ce livre, celui que 5 ans après, j'allais passer aux personnes qui me sont le plus chères, Incendie. Écrit par Wajdi Mouawad, Incendie est un livre réservé à un lectorat averti. C'est une pièce de théâtre qui retrace le chemin haletant de 2 jumeaux, Simon et Jeanne,
dans l'accomplissement du testament de leur mère, Nawal. En arrière-plan, le Liban natal du dramaturge, à l'œuvre, un tourbillon de violence, d'horreur, qui noie nos protagonistes éplorés, qui se cherchent à tâtons, perdus dans un équilibre précaire entre la colère et le désespoir. Nawal pousse Simon et Jeanne à chercher d'où elles viennent, alors qu'elles n'ont pas connu leur père. Profondément en colère contre elles, Simon et Jeanne hésitent avant de se lancer, chacune à son rythme, jusqu'au dénouement d'une histoire tragique, glauque, qui semble déchirer jusqu'au fondement de ces deux êtres. Nawal, la mère, traverse toute la pièce, alors qu'elle cherche éperdument son premier fils, Niad, celui d'une, et je cite le bijou lyrique et cette œuvre, celui d'une histoire d'amour comme celle que l'on ne raconte plus. Elle percute à toute vitesse la guerre civile libanaise qui lui a tout pris, et qui transforme chacune, entraînés dans une machine infernale qui abreuve toujours plus la terre de sang. Et pourtant, d'un grand courage, Nawal et son auteur Mouawad à travers elle proposent une voie, un chemin à travers des circonstances teintées de douleur et de rage, mais ça, je vous laisse le découvrir. La sombreur de la vérité ébranle Simon et Jeanne, et la montagne de questions qui entravent le chemin de leur guérison. À ces enfants, alors qu'elles découvrent l'histoire de leur origine, Nawal leur adresse une lettre à la toute fin du livre, dont les mots gravent le cœur et marquent l'âme, car je cite encore, il faut réapprendre à avaler sa salive. Et nous dans tout ça. L'origine, peu importe laquelle, qu'il s'agisse de la nôtre, du fondement sur lequel nous pourrions construire notre identité, ou qu'il s'agisse de celle de toute chose, la question transcende les générations et les cultures et s'impose à chacune d'entre nous. Si elle peut paraître nous accabler parce qu'elle nous dépasse, cette question peut ouvrir de nouveaux sentiers. Ce pourquoi assourdissant, lorsqu'on cherche et qu'on y répond, nous laisse raisonner là où nous sommes. Éclairer ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne sait plus, peut parfois être d'une immense violence, et c'est ici le cas dans ce livre. On écoute par exemple de plus en plus ces témoignages d'événements traumatiques où il y a parfois perte de mémoire, déni pendant des années. Et c'est tout à fait normal, on a besoin de temps pour se redresser suffisamment pour confronter ce qui a eu lieu. L'exemple que j'ai choisi est plutôt sombre, et c'est dans le ton du livre, mais ce temps de décalage pour comprendre pourquoi, avant l'action, s'applique aussi autrement. Un autre exemple, c'est par exemple lorsque une amie a failli tomber, et c'est ce temps de compréhension de la situation qui provoque le rire. Accepter les vérités nécessite de commencer à être vulnérable. Non pas qu'on ne le soit pas avant, mais d'apprendre à le montrer d'abord à soi, puis aux autres. Tout cela commence par pouvoir peu à peu rentrer en introspection, apprendre à verbaliser pour avancer à nouveau. L'origine, au final, permet de comprendre et devient la base sur laquelle nous pouvons grandir. Nawal, et nous à travers elle, découvrent une triste vérité, qu'il a réduit au silence pendant des années. Elle se réfugie dans un mutisme horrifié et c'est son silence d'ailleurs qui provoque la colère de Simon contre elle. Mais pourtant, elle refuse ce destin à ses enfants, elle refuse qu'elle s'emmure dans le silence. Et à la fin du livre, dans le dernier chapitre, elle aide Simon et Jeanne à poser les mots. Un nouveau pas, l'origine une fois découverte. Alors, lorsque l'on vous demandera votre histoire, dites que votre histoire, son origine, remonte au jour où une jeune fille revint à son village natal pour y graver le nom de sa grand-mère Nazira sur sa tombe. Cet extrait, il est à la dernière page du livre. C'est la réponse d'une mère à ses enfants, au fin mot de l'aventure, après avoir été mis face à l'horreur de leur origine, et c'est bien là l'une des nombreuses leçons que ce livre m'est transmise. Face à des circonstances qui nous accablent, qui nous dépassent et qu'on ne contrôle pas, puisqu'elles sont circonstances, on peut choisir de voir autrement. Nawal ici accompagne Simon et Jeanne à se redresser, et les incendies, désormais éteints, permettent de voir à nouveau. Ça ne veut pas dire se réfugier dans le déni, ou encore dans une positivité forcée, mais au contraire, de prendre le temps de reconnaître, de parfois pleurer, de se reconstruire avec, malgré, mais pas dessus. Je finis cette chronique en m'adressant à vous, en fait à toi, mon cher auditeur, ma chère auditrice, en t'invitant à réfléchir sur tout cela. Quelle est ton histoire, ou commence-t-elle ? Merci Joie pour ces quelques minutes de théâtre teintées d'une atmosphère assez particulière. Et ces quelques minutes nous plongent directement dans une sorte de besoin absolu de connaître ses origines. Ouais, connaître ses origines, mais pas seulement les siennes personnellement. Joanne nous parle aussi de l'importance de connaître l'origine des choses qui nous entourent, comme la situation de violence dans laquelle Simon et Jeanne se trouvent dans le livre. Effectivement, on voit que le fait qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas d'où viennent ces choses, la violence, mais en fait même eux-mêmes, ce qui a construit leur passé, l'histoire de leur mère, tout ça, ça provoque une frustration qui se transforme en colère. Donc en fait, n'avoir qu'un instant T ne nous permet pas de relativiser les choses. On n'a qu'une position pour appréhender ce que l'on rencontre autour de nous ou même en nous. Ouais, alors
si nos origines ne définissent pas tout, la connaître nous servirait à comprendre quelles influences ont impacté la personne que nous sommes maintenant. Donc en fait, il existerait un réel besoin au fait de connaître notre origine pour avoir une plus juste compréhension de qui nous sommes et puis finalement pouvoir se projeter avec une meilleure appréhension des choses. Je me souviens qu'on a interviewé Elisabeth dans l'épisode 11 du comptoir et elle nous racontait l'importance de se pencher sur son pays et son histoire et retourner dans son pays en fait qu'elle avait dû fuir il y a un moment. Si vous voulez retrouver cette interview, elle se retrouve dans l'épisode 11 qu'on a sorti sur le conflit. Maintenant qu'on a bien compris l'importance d'avoir et de connaître ses origines, on peut écouter Jétro, qui est fan de poésie et même qui en écrit. Et là, il va nous parler de ce que ça change par rapport aux autres en nous lisant un poème de Zerdoumi. Discussion au comptoir. En mon pays, l'on ne meurt pas. L'océan continue de bercer la conscience en allée. Le corps inerte se souvient des palmeraies, l'ardeur du soleil ranime la froideur de nos rêves. En mon pays, l'on ne meurt pas. Les ancêtres ne nous quittent pas. Leurs souvenirs guident l'absence de nos pas. Et les dieux rebelles au temps chassent les écailles de la rampante vieillesse. En mon pays, l'on ne meurt pas. La couleur du ciel et des épices habille l'âme qui danse au son des percussions et de la liesse populaire. En mon pays, l'on ne meurt pas, c'est moi qui vous le dis, dans ce poème Conjuration des deuils maudits. Kamal Zerdoumi, 2021. Dans ce poème, la patrie ou l'origine est éternelle. Même si l'on meurt, la mémoire du pays reste pour toujours et accompagne notre âme dans l'au-delà. Les souvenirs des ancêtres qui nous guident, par exemple, ou l'océan qui berce notre conscience. Zerdoumi écrit ce poème pour conjurer le deuil qu'il appelle maudit. Il cherche à ce que la mort ne nous fasse pas peur, mais qu'on soit rassuré par deux choses. Tout d'abord, l'immortalité de la patrie, et puis par le fait que pour lui, on ne peut pas vraiment mourir si cette idée du pays reste enracinée en nous. En soi, c'est un message qui nous parle à tous, le confort qu'on peut trouver dans ce qui nous est familier ou traditionnel, l'idée d'une identité qu'on partage avec d'autres, qui ne meurt pas avec nous, mais qui dure à perpétuité. Faire partie d'un projet ou d'une communauté qui est plus grand que nous-mêmes peut être rassurant et parfois édifiant, que ce soit à l'échelle de l'école, de la ville ou du pays. Je sais que moi qui suis dans un lycée international, j'adore faire partie de cette communauté, parce que j'ai l'impression qu'on est tous réunis dans ce lycée pour la même raison, étudier une deuxième langue. Et pour beaucoup de gens, leur origine est souvent ce qui leur rallie à quelque chose de plus grand. Elle définit leur façon de s'habiller, de parler, de se comporter. Donc, l'origine devient leur identité. Nos racines décident souvent quelle direction notre vie va prendre. Si on peut lier l'origine à l'immortalité, comme le fait le poète ici, alors ce message a encore plus de valeur pour nous. Pour la plupart des gens, la mort est une chose à craindre ou bien à oublier. Le problème, c'est que ce que décrit Zerdoumi ici, ce n'est pas une chose qu'il considère comme universelle. Il parle dans ce poème de sa patrie, le Maroc. La couleur des épices, l'ardeur du soleil, l'océan berceur de notre conscience, toutes ces choses sont propres à son pays. C'est une identité limitée qui ne regroupe que certaines personnes. Donc, l'immortalité que le poète décrit n'est pas accessible à tous. En plus de ça, des questions se posent sur quelles personnes exactement sont inclus. Est-ce que les tueurs ou les voleurs ont accès à cette identité? Et les Marocains de 3e ou de 4e génération? Comment définir l'identité marocaine, française ou autre, sans exclure quelques personnes? Mais s'il y avait une identité commune à laquelle tous pourraient appartenir, s'il y avait une patrie, un ensemble, ou un projet, une famille qui rassemblait des gens de tous les coins de la Terre, et qui, elle aussi, était immortelle, pour vous, à quoi ressemblerait ce pays? C'était Jétro pour une chronique littéraire dont on a apprécié la fine analyse, merci. Il nous a parlé du sentiment d'appartenance à une patrie, parce que c'est souvent la première chose à laquelle on pense quand on parle d'origine. Et alors vous, de votre côté, Daniel et Colline, est-ce que vous sentez ce sentiment d'être rassuré, d'appartenir à votre patrie? Alors moi, pas spécialement un sentiment d'être rassuré par rapport à ma patrie, mais je trouve que c'est cool de comprendre ses origines pour mieux naviguer dans le monde dans lequel on trouve, parce que ça a une importance, je pense, dans les interactions qu'on a tous les jours. Mais je te laisse peut-être la parole, tu auras peut-être des trucs plus profonds à dire, Colline. Moi, je suis
en fait assez fière de de mon appartenance à la France. Bien qu'il y ait plein de choses qui me rassurent pas trop dans ce qui se passe, mais en tout cas, comme a dit Daniel, je trouve que rencontrer des Français quand on va autre part, dans un autre pays, c'est hyper rassurant et on se sent compris beaucoup plus facilement, juste du fait qu'on ait les mêmes origines. Ouais, et l'origine patriotique, dans ce que disait Gétro, ça peut avoir quelque chose d'unificateur. Ou de clivant. Cette chronique, elle m'a beaucoup fait penser à un autre livre qui a été écrit par Amin Malouf et qui s'appelle Les identités meurtrières. Tiens, Malouf, c'est assez exotique comme nom. Ça. Grave, mais en fait, c'est juste avec le nom de famille, on a plein d'informations sur lui. On sait que les Malouf sont libanais et ce sont des chrétiens. Alors après, plus ou moins pratiquants, mais au Liban, le nom de famille, il est très souvent rattaché à une religion. Et bien justement, c'est quelque chose qu'il développe dans le début de son livre. Est-ce que tu veux dire, est-ce que tu as lu la fin du livre? Bah, j'ai lu le début, les origines, quoi. C'est pas mal, ça, avec le thème. Bref, il parle du fait qu'on nous oblige souvent à choisir une origine principale. Genre, si t'as 2 nationalités, on va souvent te demander de laquelle tu te sens le plus proche. Alors que lui, il dit qu'il n'y a pas 2 mêmes identités. Genre, si t'es français et arabe, comme moi, un peu presque, par exemple, bah, t'es relié, t'as un point commun avec tous les Français et tous les Arabes. Ça fait beaucoup de personnes. Mais en vrai, t'es les 2. Et le nombre de personnes qui sont les 2, bah, c'est un nombre beaucoup plus restreint. Alors, si t'ajoutes à ça que t'es chrétien ou musulman, bah, ça divise encore le nombre de personnes qui sont à la fois franco-libanais et à la fois chrétiens. Et à ça, on peut ajouter encore plein de détails sur nos origines qui font qu'on a plein de points communs avec souvent beaucoup de monde, mais qu'on se différencie beaucoup aussi. Ouais, notre origine est individuelle, en fait, elle est unique en quelque sorte. Ouais, c'est stylé, c'est quasiment impossible de trouver quelqu'un d'autre qui a exactement les mêmes origines que toi. Ouais, et pour citer Amin Malouf, il dit « Chacune de mes appartenances me relie à un grand nombre de personnes. Cependant, plus les appartenances que je prends en compte sont nombreuses, plus mon identité s'avère spécifique. » Mais du coup, le problème, c'est pas d'avoir des origines différentes avec les gens. Ça fait partie de la beauté de la différence. Le problème, c'est que souvent, nos origines sont déterminantes dans nos relations avec les autres et que parfois, ça crée des réels conflits. Ça l'a fait dans l'histoire en tout cas. Et Gétro nous dit que connaître ses origines, c'est un facteur d'unité qui rassemble les gens, mais que ça peut être très clivant aussi. Ouais, d'où cette question finalement qu'il nous pose. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une origine commune avec tout le monde? Comme ça, plus de clash au sein de l'humanité, genre tout le monde dirait pain au chocolat par exemple. Ouais, non, voilà, exactement pas comme cet exemple. Du coup, on va voir avec Niki un meilleur exemple. Elle va nous parler d'une histoire d'adoption. Niki, elle travaille pour le GBU, et c'est un peu un mystère, ses origines. Elle vient des Philippines, elle a un nom de famille espagnol, elle a un surnom américain, elle vit en France depuis des années. Bref, on l'écoute. La Bible au comptoir. Il y a beaucoup de choses qu'on associe au concept des origines, n'est-ce pas? Quand on parle des origines de quelqu'un, on touche à son sens d'appartenance. Normalement, on pense aux parents de quelqu'un, le lieu où la personne est née, où elle a connu le monde pour la première fois. Quand on parle origine, on touche aussi au sentiment d'être home, d'être chez soi, d'où tu viens, où tu connais tel endroit et telle personne, et toi aussi tu es connu. Chez toi, il y a ta famille et tes proches. C'est la qualité centrale même d'un lieu considéré home, le sens de familiarité et des liens proches. Dans la foi chrétienne, ces notions d'appartenance, de famille et de chez soi sont très présentes, et on peut dire au cœur même du message chrétien. L'une des illustrations les plus fortes utilisées par la Bible pour parler de ce que Dieu a fait pour son peuple, c'est la métaphore de l'adoption. Lisons un passage de la Bible qui en parle, en Galates 4, 1-7. Je vais lire. « Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Fin de citation.
Ce passage est un extrait d'une lettre écrite par un monsieur qui s'appelle Paul, un croyant juif et disciple de Jésus. Mais Paul, sa mission est de partager les enseignements de Jésus aux non-juifs, justement. Donc, il voyage beaucoup en dehors d'Israël. En tant que pasteur, ici, il écrit aux églises différentes de la région de Galatie, en Asie mineure, dont les membres sont de profils et d'ethnicités diverses. Peut-être la première chose qu'on remarque dans ce passage, c'est que Paul parle des esclaves. Il dit que ses lecteurs étaient esclaves, il dit que lui aussi il l'était avant. Esclave, c'est un mot très chargé pour nous aujourd'hui. On n'aime pas du tout l'idée d'être soumis à quelqu'un d'autre. La liberté est un principe primordial pour nous tous. Paul, lui aussi, il sait combien c'est fort ce contraste entre être esclave et être quelqu'un de libre. Dans le sens spirituel, pourquoi Paul dit que lui et les Galates étaient esclaves? Ils étaient sous la domination de quoi? Dans les versets 1 à 3, Paul compare l'ancien statut des Galates à un enfant mineur, qui est aussi comme un esclave, dans le sens où il n'a pas encore accès à son héritage. Cet enfant mineur est toujours sous tutelle, et tant qu'il est sous tutelle, il doit toujours recevoir des ordres. C'est pas lui qui en donne. Il est héritier en théorie, mais pas encore en réalité, et cela jusqu'à la date fixée par son père. C'est dans ce sens-là que cet enfant mineur, en attendant le jour où il devient adulte et héritier de facto de la maison, il n'est pas vraiment beaucoup mieux qu'un esclave. Il n'est pas libre, il n'a pas accès à l'héritage. Paul profite de cette illustration pour dire aux Galates qu'avant, ils étaient comme cet enfant mineur, toujours esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. C'est quoi ces principes élémentaires? Paul fait mention de la loi dans les versets 4 à 5. Il parle de la loi juive, les 10 commandements, les lois données par Dieu au peuple juif il y a tant d'années pour régir sur la vie communautaire des Israélites en tant que pays. Pendant ce temps-là, il y a quelques enseignants juifs de Jérusalem qui disent aux Galates que pour être de vrais chrétiens, il leur faut d'abord se soumettre aux anciennes lois juives et les suivre. En gros, il leur faut d'abord être circoncis, manger kasher, adhérer aux règles du sabbat, participer aux fêtes et des rituels exigés, etc., etc. Tout ça à faire pour être considérés de bons et de vrais chrétiens. Alors, ces lois sont bel et bien venues de Dieu pour instruire aux Israélites quelque chose d'essentiel sur l'Éternel et sur eux-mêmes. Ce que la plupart des gens pensent quant au christianisme, c'est que ces croyants doivent suivre beaucoup de règles. Il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, pour être une bonne personne acceptable devant leur Dieu. Mais le truc, c'est que Paul, tout au long de sa lettre, argumente encore et encore, je vais citer, « Nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste. » Du coup, si toutes ces règles et prescriptions ne sont pas la base de leur acceptation devant Dieu, elles servent à quoi alors? Paul répond clairement à ça, juste un chapitre avant. Il dit « La loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. » Paul reprend ce qu'il dit dans le verset 2 de notre passage. « La loi n'est qu'un guide, un tuteur, mais pas un sauveur. Ces lois et règles sont données par Dieu à son peuple, mais jamais pour leur communiquer « Faites-les et vous allez être sauvés ». Ce n'est pas le message chrétien et ce ne l'a jamais été. Pour Paul, c'est dangereux de penser que tant que je fais de bonnes choses, par exemple, donner aux pauvres, lutter pour l'environnement, bien étudier à la fac, même aller à une église. Tant que je fais ça, Dieu doit m'approuver, Dieu me le doit. Mais non, dit Paul. Plus tard dans le chapitre 4, il souligne même que cette manière de penser est diabolique. Le diable est tout à fait content qu'on fasse ces bonnes œuvres, si en les faisant, on pense mériter la faveur de Dieu. Et les Juifs ont bel et bien essayé de faire tous les commandements. Quand ils ont reçu la loi, les 10 commandements et tout, ils ont fait des vœux, plusieurs promesses. Ils ont même fait un pacte de sang, en disant « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, oui, nous y obéirons. » Mais ils n'ont pas pu. Encore et encore, ils ont fini par le compromis, l'idolâtrie, les mensonges, les triches. La loi comme tuteur devait plutôt les amener à une conclusion indéniable. Ah, en fait, je n'arrive pas à obéir comme il faut et j'ai besoin que Dieu fasse quelque chose pour m'aider. C'est ici où Christ entre en scène, verset 4. La loi était le tuteur pour illustrer au peuple combien ils doivent être sauvés par quelqu'un d'autre. Christ lui-même, Fils de Dieu, qui va racheter d'autres fils à sa suite, ceux qui placent leur confiance en lui. Le message chrétien est celui-ci.
C'est Dieu qui sauve, entièrement et complètement. C'est le principe distinctif même du christianisme. Selon toutes les autres grandes religions mondiales, c'est toujours l'humain qui doit faire quelque chose pour atteindre le divin. C'est l'humain qui doit œuvrer pour être approuvé. Mais le Dieu de la Bible fait l'inverse total. On voit ça dans les versets 4 à 5. C'est le divin qui s'approche à l'humain et qui lui rend service, en grand service. C'est Christ qui descend du haut sur terre, qui meurt sur une croix, afin de donner sa vie pour ses créatures et les sauver. Dans le christianisme, c'est Dieu qui fait et l'homme reçoit. Qu'est-ce qui se passe concrètement suite à cet acte divin de tendre la main? Un renversement du statut, selon la fin de notre passage. La mort de Jésus signifie le paiement du prix de rançon de l'esclave, celui qui était sous domination de la pensée, qu'il devait faire quelque chose lui-même pour se libérer. Une transaction légale est satisfaite, et l'esclave, auparavant sans pouvoir, sans statut, sans un chez lui, maintenant il a un héritage, une famille, et surtout quelqu'un qu'il peut appeler mon Abba, mon père. Son appartenance à ce père est définitive, et tout ce que le père possède est maintenant confié au nouveau fils. On dirait un vrai conte de fées, non? Selon le verset 5, cet acte d'adoption divine qui a exigé un grand coût pour Jésus, c'est sûr, c'est un cadeau gratuit pour l'esclave. Il le reçoit avec des mains vides, tout simplement. Cela démontre combien le fils adoptif est précieux aux yeux du Père. Vous savez, cette notion d'adoption des esclaves était extrêmement rare dans le contexte du temps de Paul. C'était permis dans la loi, mais restait une pratique vraiment hors de commun. Donc, pour les lecteurs de cette lettre, l'histoire est encore plus frappante. Le Dieu de la Bible fait des choses tellement inattendues, comme ce geste de prendre un esclave, le libérer et lui conférer le statut d'enfant. C'est Dieu qui est à l'origine de cette grande histoire de l'esclave devenu fils.
Merci beaucoup à nos 3 musiciens clermontois, Terry et Francis, qui sont frères, et Rémi, qui n'est pas leur frère, et qui lui réapparaît pour la 2e émission d'affilée dans le comptoir. Et il y avait aussi l'origine de Terry et Francis, qui a glissé quelques notes en passant. Ouais, par origine, c'est-à-dire leur père. Ils ont repris une chanson qu'ils aimaient bien, en y ajoutant une petite sauce caribéenne pour faire référence à leurs origines jamaïcaines. Non, je parle de Terry et Francis, pas de Rémi. Parce que si jamais vous l'avez vu sur nos réseaux, il partage des origines communes avec sa cousine Laurie, qui essaye de nous faire croire depuis des semaines qu'elle a des origines arabes. Peut-être, on sait pas. Ça fait une très chouette pause pour réfléchir après la chronique de Niki, qui était bien Géchard. Et oui, à l'image d'esclaves, les humains sont prisonniers de leur état d'incapacité à faire le bien, selon les critères que Dieu donne du bien et du mal, et même selon leurs propres critères de ce qui est bien ou mal en fait. Mais Dieu décide d'entamer et d'achever la réconciliation avec les humains en envoyant son Fils pour qu'ils croient en lui et retrouvent leur origine ultime en retrouvant leur Créateur. Peu importe leur origine, Dieu traite ceux qui l'adoptent de cette manière, en leur offrant ce que, normalement, des origines peuvent offrir. Un héritage, une famille... Et il y a un vrai appel à tous les hommes à être réconciliés à leur Créateur, quelles que soient leurs origines. On l'a entendu et dit, connaître ses origines, c'est super important pour tout un tas de personnes. Et il y a plein de vidéos d'ailleurs de personnes qui font des tests d'ADN pour retrouver leurs origines ethniques sur YouTube depuis quelques années. Ouais, surtout aux États-Unis d'ailleurs. Mais sinon, par exemple, il y a d'autres gens qui ne viennent pas des États-Unis, comme Étienne, qui prennent beaucoup de leur temps libre pour reconstituer des arbres généalogiques. Oui, on les appelle les arbres généalogeurs. Bonjour, je suis Thibaut pour le podcast Le Comptoir GBU. Aujourd'hui, nous interviewons un généalogiste de marque qui se trouve également être mon père. Alors Étienne, tu es professeur directeur d'école primaire vers Angoulême, mais tu es surtout généalogiste. Tu as connu tes parents et tes grands-parents. Pourquoi avoir eu cette envie de remonter plus loin dans tes connaissances familiales ? Qu'est-ce que tu t'attendais à trouver ? Oui, bonjour Thibaut et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Ce que je m'attendais à trouver, c'était pas grand-chose, c'est-à-dire j'avais envie de découvrir un petit peu plus de mon passé, parce que j'ai baigné dans l'histoire, mes parents aimaient l'histoire et m'ont transmis ça. Sur quoi tu bases tes recherches, quels sont tes outils ? La base, c'est déjà d'interroger ses proches. Alors si vous avez vos parents, vos grands-parents, voire vos arrière-grands-parents, eh bien profitez de cette mine. Et je dirais même aussi, si vous avez possibilité de les enregistrer, faites-le. Vous garderez un souvenir comme ça d'eux qui restera. La première méthode, c'est de les interroger eux. Ensuite, vous pouvez essayer de rassembler vos papiers de famille. Alors ça peut être les cartes d'identité. Vous pouvez ensuite aller voir les tombes, si vous savez où vos ancêtres ont été enterrés. Vous avez des dates. Vous pouvez faire des recherches en mairie. Et puis très vite, on arrive sur Internet avec différents sites. Il y en a un qui est très connu en France, ça s'appelle Généanet, qui est gratuit. Vous inscrivez. Et vous pouvez aussi, quand vous connaissez un nom et un lieu, vous pouvez remonter plusieurs générations facilement. Et maintenant que tu en sais plus sur ta famille, qu'est-ce que cela t'apporte ? Je sais d'où je viens. Je sais que si un seul de mes ancêtres n'était pas là, aussi lointain soit-il, je ne serais pas là. Et ces recherches m'ont permis de me rendre compte que tous ceux qui m'ont précédé ont construit la personne que je suis maintenant. Donc je trouve que ça apporte beaucoup dans l'identité, sa propre identité. Mais alors, quel sentiment te procurait le fait de ne pas connaître tes origines plus lointaines ? Alors le fait que je ne connaissais pas mes origines lointaines m'a pas manqué quand j'étais jeune, mais j'avais envie de connaître ça. Je savais qu'une partie de ma famille était catholique, une autre était protestante, comment les uns et les autres se sont retrouvés, comment il y a eu des mariages entre les deux. Ça, je trouve que c'est intéressant de savoir effectivement que tout est conduit pour être ce qu'on est aujourd'hui. Et tu as maintenant face à toi des noms et des dates ainsi que moult informations sur tes ancêtres. Est-ce que toi, tu parviens à avoir plus que des noms et de simples dates ? La généalogie peut être assez aride si elle n'est là que pour collectionner des noms et des dates. Mais au hasard de ces recherches, on découvre des tranches de vie, des personnes qui ont existé à un moment donné dans un lieu donné, des personnes qui ont travaillé la terre à la sueur de leur front, des personnes qui se sont élevées petit à petit dans la société. Parfois on arrive à retrouver des photos de famille, des lettres de famille, et toutes ces choses-là on peut les vivre à travers ces lettres, à travers ces photos. Je trouve une autre utilité à la généalogie aussi, c'est qu'elle permet de créer des liens
des liens entre personnes, des cousinades, et ça a permis de créer des liens avec des personnes, d'avoir un journal de famille. Et la généalogie a un but altruiste. L'utilité, elle est dans le lien social, familial qu'on a les uns avec les autres. Mais les choses vont vite. Il y a vite des dissensions dans les familles, y compris entre frères et sœurs. Et lorsque la génération d'au-dessus disparaît, eh bien il faut avoir développé ces liens-là. Donc oui, l'utilité, pour moi, c'est de créer du lien. Pourquoi a-t-on, selon toi, ce besoin de savoir, de connaître ses origines ? Quelqu'un qui renie son passé, il peut pas se tourner vers l'avenir et vivre vraiment au présent. Donc on est vraiment le fruit de ceux qui nous ont précédés. Et moi, je suis pas un passéiste, mais pour moi, c'est important de savoir ça. Et puis, ça touche aussi un aspect, je trouve, assez important par rapport à des blessures familiales. Il y a des psychogénéalogistes, des gens qui vont comprendre pourquoi vous avez telle ou telle angoisse ou tel trouble. Et c'est parce que dans votre famille, dans le passé, il y a une blessure qui a été enfouie, qu'on n'a jamais voulu dire ou répéter parce que ça ne se disait pas, parce qu'on avait honte. Et ce travail qu'ils font, je trouve, est un travail aussi important, non pas pour exhumer tout ce qui était négatif dans le passé, mais aussi pour comprendre effectivement. Merci Étienne et Thibaut pour ce partage d'expérience et aussi tout simplement pour cet encouragement à discuter avec nos aînés qui sont encore dans nos vies et solliciter les relations familiales qui ne sont pas toujours si naturelles. Vous, jusqu'où vous sauriez remonter dans votre arbre généalogique ? Ma mère, ma grand-mère, j'ai croisé une fois mon arrière-grand-père et c'est tout. Ah ouais. Pas mal. Pas mal. Ouais, moi j'ai pas croisé beaucoup plus de gens, mais par contre je suis fan des arbres généalogiques et du coup j'en ai déjà fait et j'aime beaucoup remonter le plus loin possible. Et ouais, je crois que j'ai un oncle qui a fait ça jusqu'au XVIIe siècle pour une partie de ma famille. Trop bien. Moi je pense que au niveau des noms de famille, je peux remonter jusqu'à mes arrière-grands-parents, mais même les prénoms déjà, à part ceux qui ont des consonances russes du coup, sinon je mélange tout. Moi, par contre, dans mon arbre généalogique, il n'y avait que des Jean-Baptiste, ils s'appelaient tous pareil, donc au moins c'est pratique. Est-ce que Daniel, cet épisode te permet de te sentir plus proche de tous ceux qui sont bretons métis ou chez qui le cidre déclenche apparemment la diarrhée ? En fait, je me sens toujours proche d'eux, hein. Donc ça renforce ce qui était déjà présent. Ouais, on peut dire ça. Et toi, Laurie, est-ce que finalement tu te rends compte de la chance d'avoir tout le monde au même endroit pour tous tes projets d'arbre généalogique ? C'est sûr qu'en tout cas, c'est plus pratique pour les retrouver, donc il y a des côtés positifs. En tout cas, moi, ça m'encourage à discuter avec ma grand-mère de sa vie d'enfant d'expatrié russe et en fait, tout simplement de discuter avec les membres de ma famille et de leur histoire. Ouais, c'est très intéressant de discuter de toutes nos origines et c'est cool si on peut y avoir accès dans nos propres origines familiales. Et ça, on en a discuté tout au long du podcast, on a besoin de connaître nos origines pour comprendre qui on est. Et une fois qu'on a compris qui on est, ça peut créer un sentiment d'appartenance qui fédère, mais qui peut aussi diviser avec d'autres. Et donc se pose la question d'un élément accessible qui rassemblerait toutes les origines. Et on vous laisse sur cette question. Et si ça vous intéresse, vous pouvez continuer de discuter sur ce sujet avec nous sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et nous, on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao. Ciao à vous. Salut. Le comptoir, le podcast des GBU.